On respire tous le même air, mais on n'a pas les mêmes histoires. Et même quand bien on a les mêmes histoires, on n'a pas les mêmes vécus et surtout les mêmes issues. Aujourd'hui, il est question de partager avec vous un brin de l'histoire d'une personne que vous affectionnez particulièrement, que vous suivez, que vous admirez. Mais aujourd'hui, nous vous présenterons une autre facette d'elle, celle-là qui a contribué à faire la personnalité que vous suivez aujourd'hui. Bonjour, bienvenue à tous dans cette autre édition de J'ai vaincu, voici mon histoire, l'occasion pour nous de découvrir une partie de l'histoire de Stéphanelle Bachelor. Bienvenue Stéphanelle. Merci. Je le disais tout à l'heure déjà, Bachelor est devenu comme un deuxième nom. Tout simplement parce qu'on m'a connue dans Bachelor. C'est la raison pour laquelle les gens disent Stéphanelle Bachelor. Mais on peut aussi dire Stéphanelle tout simplement. Je pense que je suis déjà un peu connue, donc il n'y a pas de Stéphanelle connue. Je pense qu'on peut bien dire juste Stéphanelle. Mais est-ce que Stéphanelle peut décliner son identité? Est-ce qu'on peut se permettre de découvrir le personnage au-delà de la télé? Oui, tout simplement on peut. Ça dépend de ce que vous avez envie de savoir de moi. Donc oui, on peut. D'accord, on va faire un peu comme à l'école. D'accord. Comment t'appelles-tu? Quel âge as-tu? D'où viens-tu? Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Mon nom de famille c'est Tchabakana, Laetitia Stéphanelle. Je suis une bamoise, j'ai 25 ans. J'aurai 25 ans le 12 octobre. Je suis mannequin, styliste, modéliste, influenceuse et finaliste de Bachelor. D'accord. Et aujourd'hui, on te reçoit dans un autre cadre. Ouais. L'occasion de découvrir un peu cette partie de toi, j'ai envie de dire qui te tient vraiment à cœur parce qu'on a découvert déjà une vidéo de toi sur Instagram où tu abordais déjà le sujet. Ouais. Mais aujourd'hui, tu as choisi d'entrer dans le vif du sujet, de nous raconter un peu plus que ce qu'on sait. Alors, tout commence comment? Tout commence, j'avais 15 ans, je devais avoir 16 ans cette année-là. Donc je rentrais du deuil du frère de mon grand-père. Très jeune, je n'aimais pas dormir chez les gens. J'étais très capricieuse, j'aimais tellement mon grand-père que moi je préférais dormir chez nous. Je n'avais pas l'habitude d'aller en vacances chez les gens et tout. Donc lorsqu'on allait à la veille, au deuil, je pense qu'il était de là à 5 heures pour rentrer à la maison. Et je suis quittée sans dire au revoir à personne. Donc je suis rentrée. Et en rentrant, je montais, parce qu'il y avait une colline, je montais la colline. Le mec, il m'a dépassé en fait. Donc un gars me dépasse, je dis ok. Après, je redépasse le gars. Je dis d'accord, je ne vois pas quelque chose. Mais je me rappelle très bien qu'au fond de moi, il y avait une voix qui me disait « Assieds-toi, tu attends que le jour se lève. Mais je me suis dit « C'est toujours comme ça, on dit l'ange gardien quoi. » Mais après, il m'a dépassé encore pour la seconde fois. Il m'a attendu, il y avait un petit stade. Quand je dépasse, c'est où il me met 2 couteaux. Je crie en fait. Quand j'écris, il dit « Tu cries, je te tue. » Donc il m'amène ailleurs, il m'amène, il y avait une petite brousse et tout. Il me déshabille avant d'entrer dans la brousse. Ensuite, il me fait entrer dans la brousse et c'est comme ça que ça se passe. Et j'étais vierge. Là, c'était dans un village, non, un quartier. Est-ce qu'il n'y avait pas de personnes, pas de moyens de crier? Comment est-ce que tu réagis à ce moment? À ce moment-là, quand je crie, c'est d'abord spontané. Parce que quand quelque chose t'arrive, tu cries. Mais après, quand quelqu'un a 2 couteaux, tu es une jeune fille, tu n'as jamais été agressée, tu as peur qu'on te ôte la vie. Donc, tu ne peux pas réagir d'une autre façon qu'adhérer à ce qu'il te demande, faire ce qu'il veut. Donc, sur le coup, quand il m'amène en brousse, c'est quand même en brousse parce qu'il y avait la brousse. Donc, il va faire quoi en brousse? À part le regarder, finir ce qu'il a à faire et après prendre tout ce que j'avais sur moi, mon téléphone, tous les petits sous que j'avais parce que je n'avais pas grand-chose. Donc, et après, il part. Quand il part, c'est où je sors de la bouche, je m'habille et je me mets à pleurer en fait. Et en descendant, c'est vrai, quand j'ai crié, les gens ont entendu le cri, mais comme je n'ai pas crié une seconde fois, ils ont estimé que c'était rien en fait. Donc quand je descendais, il y avait une fille qui est sortie, une femme on va dire, qui est sortie, elle me demande c'est quoi? Je dis on m'a agressé, elle me dit t'as violé? J'ai dit non. Je ne sais pas, mais j'avais dit non. Pourquoi j'ai dit non? C'est que sur le coup, j'allais dire quoi? Ce sont les gens de mon quartier. Dire qu'on m'a violée, je sais que le viol est mal vu. J'étais très jeune, mais je savais ça. Je savais que c'était un sujet très tabou. Donc comment moi j'allais dire là que non, on m'a violée. Donc j'ai dit non, il m'a agressée. Je suis rentrée, je me suis mise à pleurer. Je suis rentrée, je me suis couchée.
me rappelle très bien que j'ai dormi toute la journée. Je ne parlais pas. J'étais toute calme et tout. Après, c'était tout, quoi. J'ai dit à personne. Mais est-ce que c'était quelqu'un que tu connaissais bien? Non. C'était la première fois que tu le voyais? Oui, mais lui m'a dit, je t'ai dragué, tu m'as barré. Tu m'as dragué, comment je ne comprends pas. Je ne le connaissais même pas. Je ne parlais pas avec les gens du quartier. Donc surtout de ce secteur-là, parce que c'était un peu loin de la maison quand même. Ouais. Donc je ne parlais pas avec les gens. Tu me dis, tu m'as dragué, à quel moment et à quel âge? Je n'avais pas l'âge pour sortir avec les hommes. 16 ans, c'est un âge pour fréquenter, pour étudier. C'est pas pour avoir des relations sexuelles avec des hommes. Donc c'est normal qu'ils disent par exemple que tu m'as barré. Tout simplement parce que moi, quand un homme me sifflait dans la rue, j'avais un regard assez genre. Et après, j'étais très... C'est pas une mauvaise éducation, mais c'était un mépris. Je pense que c'était un mépris justifié parce que j'estimais que je n'avais pas encore l'âge pour faire ça. Mais là, quand tu reviens, le silence, un peu perdu dans tes pensées, des jours passent, tes proches, comment est-ce qu'ils réagissent? Est-ce que tu as questionné sur les circonstances de cette agression, sur ce qui s'est passé? Non. Non, tout simplement parce que, je veux dire quoi, j'étais l'enfant qu'on ne regardait pas. L'enfant qui vivait ses dépressions toute seule, qui tombait et se relevait toute seule. Et la seule personne à qui je pouvais en parler, je ne pouvais pas parce que je ne voulais pas qu'il ait mal. C'était mon grand-père. Donc du coup, je gardais tout ça pour moi, simplement parce que je ne pouvais pas en parler avec ma mère. Donc je gardais tout ça pour moi jusqu'à ce que, je pense que c'était 2 ans après, oui, 2 ans après que j'en ai parlé avec ma tante. Et à ce moment, comment est-ce qu'elle réagit? Non, pas 2 ans, qu'est-ce que je raconte? Peut-être 1 an ou 6 mois. Je pense quand même que j'étais allée en vacances, je ne sais plus. Mais c'est quand j'étais allée en vacances quand même. Que j'en avais parlé, qu'elle m'a amenée à l'hôpital, on a fait des examens. C'est vrai que ça avait déjà quand même mis un peu de temps. Mais là où je vivais, je ne pouvais pas en parler. Donc elle m'a amenée à l'hôpital, on a fait des examens et tout. Et elle a dit juste, ouais, désolée. Et je ne montrais pas que ça me faisait mal. Je n'ai jamais montré que ça me faisait mal. C'est ça que les gens disent, c'est une souffrance en silence, une forme de dépression, mais sous silence. Et comment ça se fait? J'imagine que c'était à 16 ans, et puis 18 ans, le monde est un peu plus ouvert. Quand tu te donnes le droit de connaître ce monde, entre guillemets, de sortir avec des hommes, comment ça se passe? Ça se passe pas très bien. Ma première relation, je me posais la question, mais pourquoi j'entends que les jeunes filles, dans mon quartier où j'avais grandi, des jeunes filles faisaient des fugues pour aller chez des gars, mais c'était pourquoi? Parce que je ne ressentais rien. Donc quand je dis je ressens rien, c'est pour ça qu'elle fuit. Et il n'y a aucun goût à ça, il n'y a aucun plaisir. Plutôt moi je ressentais du dégoût. Et je n'aimais même pas que l'homme me dise par exemple fais ci, non, 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 je suis désolée. C'était genre monte, finis, descends. Et quand je te dis s'il te plaît descends. Tu vois, c'était... Après j'ai dit ça ne sert à rien, c'est pas pour moi. Et je pense que c'est quand j'ai rencontré une personne qui m'a, on va appeler ça comment, soutenue moralement et a pris soin de moi comme, on va dire, comme mon père. Que au fur et à mesure avec lui, je ressentais quelque chose. Et après, j'ai compris que en fait, on ressent quelque chose sexuellement. Mais au début, non. Ça ne donnait pas. Je peux te dire que le premier homme avec qui je suis sortie va dire « Ah non, non, elle était très nulle. » Ça ne donnait pas envie parce que c'est comme si tu me violais encore. Donc je faisais ressentir ça à cette personne-là, ce rejet-là. Et comment tu vivais le fait de ne pas être comprise ou le fait qu'on ne remarque pas ta situation émotionnelle? J'imagine que tu étais quand même entourée. Oui. En dehors de ton grand-père, il y avait des frères, des sœurs. Les parents? J'ai pas de frère. Qu'est-ce que j'ai? À cette période-là, je n'avais que mon petit frère. Mais j'ai pas vraiment de frère, sœur. Je n'ai que mon petit frère, il était un enfant. On ne peut pas remarquer ça. Et j'avais des oncles, par contre, des tantes et ma mère qui était dans la maison. Mais non,
elle a remarqué ça. Et comment je vivais ça? Très mal. Très mal parce que je sais que toute mon enfance a été une suite de dépression. Et c'est la raison pour laquelle je me suis levée pour parler de ce sujet-là sur les réseaux. Parce que je sais que j'ai souffert de beaucoup de dépression étant très jeune. Et étant donné que j'aimais beaucoup mon grand-père, je ne pouvais pas parler de ça avec lui. Et lorsque tu me parles pas, c'est encore plus grave. Voilà. Du coup, je pleurais beaucoup. J'étais toujours renfermée. Je pleurais dans ma chambre. Je ne montrais pas à mon grand-père que ça ne va pas. Du coup, ce n'était pas très facile pour moi. Est-ce qu'il t'est arrivé de développer à un moment un certain sentiment d'amertume? Est-ce que ça t'est arrivé d'en vouloir à tes parents, proches parents? Oui. Pas seulement à mes parents, mais même aux hommes. J'en voulais beaucoup à ma mère. J'en voulais énormément aussi à mon père. Parce que je me disais, mais si vous aviez été là, c'est que beaucoup de choses, je n'ai pas vécu beaucoup de choses. Et pourquoi vous m'avez laissé comme ça? Étant donné que vous êtes les parents, vous êtes censés prendre soin de vos enfants. Pourquoi je suis mon père et ma mère alors que je ne suis qu'une enfant? Donc j'ai développé cette, on ne va pas dire de la haine, parce que j'avais beaucoup d'amour pour eux, j'en ai encore énormément maintenant. Mais c'était de la déception. J'étais très déçue, j'étais triste, j'étais pas heureuse, mais je ne le montrais jamais. C'est pour cela que c'est pas facile pour les gens de savoir si je suis malheureuse ou heureuse, parce que j'ai su travailler ça très jeune. Du coup, je ne sais que montrer ce que je veux. Mais comment tu as fait, justement? Parce que j'imagine que dans la peau de cette adolescente, on est partagé entre le désir fort de ne pas blesser les proches, de ne pas les rendre tristes, le désir d'évacuer soi-même ce qu'on ressent en tant que douleur, chagrin. Et au milieu de tout ça, il faut avancer. Comment tu as fait? J'ai aussi compris très jeune que je devais me battre pour mon bonheur et pour réussir. Et tout ça allait de père et de mère. Du coup, je n'avais pas le choix, il fallait que je me relève. Il fallait à tout prix que je me relève. Et l'amour que j'ai pour mon grand-père qui me faisait avoir cette force-là, je voulais me relever. Je disais, je vais me relever, je vais apprendre à gérer cette douleur, à ne pas montrer la douleur. Parce qu'en fait, après ce que j'ai vécu, après mon viol, j'ai vécu une dépression qui a poussé à une paralysie faciale. Wow. Du coup, pour ne pas retomber dans ça, je me disais, mais je me tue à petit feu pour des personnes, étant donné que ce n'était pas juste le viol, je pensais à mes parents qui n'étaient pas là pour moi, au fait que j'ai arrêté les études. Tout ça me mettait dans une dépression et ça me faisait du mal à moi, mais pas à eux. Pourquoi je vais me faire mal pour des personnes pour qui je ne compte pas? En fait, qui ne réalisent pas ce qui se passe. Voilà. Donc, j'ai décidé très jeune après ma paralysie faciale de me relever, de ne plus me remettre dans cet état parce que la paralysie faciale n'était pas bien pour moi. Mon visage allait d'un côté, donc quand je parlais, ma bouche était de ce côté. Et c'était pas bien. C'était vraiment pas drôle. Donc, pourquoi je vais vivre ça? J'ai dit non, je dois être heureuse, c'est moi qui choisis si je suis heureuse ou pas. Et je choisis d'être heureuse. Du coup, depuis ce jour-là, la douleur n'est plus pareille. Je ne vis plus les douleurs de la même façon. Je sais faire la part des choses et je sais aller au-delà de... je fais tout pour réussir à ne plus avoir mal en tout cas. D'accord. Pour cacher la douleur et pour choisir le bonheur. Je fais un choix en fait. Ok. Est-ce que tu dirais que le temps te guérit ou alors tu apprends juste à vivre avec? Est-ce qu'on guérit de cette blessure-là? Non. Honnêtement, étant une victime, non. On ne guérit pas. Mais on apprend à vivre avec. Et moi, ce qui me guérit et qui me donne, en fait, ce qui me donne la force, c'est de lutter pour les autres qui ont aussi vécu ça. D'être une parole pour eux parce que je sais ce qu'ils sont en train de vivre. C'est pas facile, hein? Pas du tout. Surtout lorsque tu n'en parles pas. Justement. Est-ce que s'il fallait revenir en arrière, tu aurais choisi de parler? Peut-être après la scène, après être rentré à la maison ce matin-là, est-ce que tu aurais parlé? S'il fallait refaire la scène? Honnêtement, non.
je n'aurais pas parlé. Tout simplement, je ne pouvais pas faire du mal à mon grand-père. Je n'aurais toujours pas parlé. Aujourd'hui, la Stéphanienne qui est prête à se battre pour être heureuse, qui est prête à mettre beaucoup de choses de côté pour son bonheur, est-ce que quelque part, tu ne penses pas que parler aurait aussi contribué à te libérer et à libérer aussi tes parents, tes proches, ton grand-père en l'occurrence? Parce qu'une chose est claire, c'est que quand ton enfant souffre, on le ressent, on le perçoit. Même si, surtout avec l'éducation de nos parents avant, on n'était pas trop poussé vers l'émotionnel avec nos enfants, une chose est certaine, c'est qu'on le perçoit. Est-ce que je ne pense pas que parler, ou encore aujourd'hui pour celles qui vivent cette situation, parler peut être un pas plus rapide vers la guérison? Oui, parler c'est un pas vers la guérison, mais moi je n'aurais toujours pas parlé. Pourquoi je parle aujourd'hui? C'est parce que je sais que beaucoup n'ont pas cette visibilité-là et cette force-là. Je parle pour aider les autres. Et je sais qu'en parlant, ça aide beaucoup parce que je suis admirée par beaucoup, même si je suis aussi détestée par d'autres, mais admirée par beaucoup. Et le simple fait qu'ils comprennent que moi aussi j'ai vécu ça, ça leur donne aussi la force que nous aussi on peut se relever. Ouais. Donc pour moi, tout ce que Dieu fait est bon. Il sait pourquoi je n'ai pas parlé avant. Il sait pourquoi il me fait parler maintenant. Donc moi, je peux qu'accepter ça comme ça. Et je ne regrette rien. Parce que c'est ça qui fait mon histoire en fait. C'est ça qui fait la femme que je suis devenue. Est-ce que si j'avais parlé, on n'allait pas me bichonner et me gâter? Du coup, je n'allais pas avoir cette force-là. C'est ça en fait. Comme quoi certains combats méritent d'être menés de l'intérieur en silence. Ça te rend très, 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 très forte. Quels sont les points, je parle de caractère fort, que tu penses avoir développé après cette expérience? Je suis très colérique. Je suis la défensive. Moi, on ne m'attaque pas. J'ai appris à me défendre, que ce soit physiquement, que ce soit moralement, verbalement, autant pour moi. J'ai appris à me défendre. Je me défends tout simplement parce que je ne veux plus être agressée. Je ne veux plus vivre tout ça. Que ce soit parce que je n'ai pas juste une agression, ce n'est pas juste physiquement. J'ai aussi des gens qui m'ont insultée étant très jeune parce que j'étais très mince, très grande de taille. Donc j'ai développé un caractère très fort. Et généralement, ça dépend de la personne en face de moi. Si je suis en face des personnes très douces, je suis très douce. Si je suis en face des personnes mal éduquées, je suis très, très mal éduquée. Donc ça dépend de la personne en face de moi. Je pense que les personnes qui ont regardé la télé-réalité savent de quoi je parle. Ouais, même comme ils ne voyaient pas le off, ils ne voyaient que, ils se disaient non, elle attaque juste. Pourtant, il y avait bien des choses qui se passaient avant qu'on ne tourne. Et moi, je ne sais pas faire semblant. En tout cas, ça ne me va pas, ça ne me va pas. D'accord. Voilà, ça passe ou ça casse. Un message fort en tout cas, je dirais. Et je crois que le plus important à chaque fois qu'on est face à l'adversité, c'est de se poser les bonnes questions. Où est-ce que je vais? Est-ce que je suis une victime? Est-ce que je suis responsable de ma vie, de ce qui va se passer après? Et ensuite, il faut mettre en place des actions fortes pour être la femme forte, au caractère fort que nous avons en face de nous. Aujourd'hui, j'ai envie de te demander, qu'est-ce que tu dirais à ces jeunes filles qui vont tomber sur cette vidéo, peut-être sur le fait d'une agression pareille, ou alors des mamans qui ont des filles à protéger à la maison? Qu'est-ce que tu peux dire? Déjà pour les filles qui ont vécu la même situation, c'est de parler, de se relever et de prier. Car la prière, c'est une forme d'apaisement en fait. C'est une thérapie. Il faut beaucoup prier et il faut se dire que tout arrive pour une raison. D'accord. Et ne pas s'apitoyer sur son sort. Ça ne sert à rien parce que ça nous fait du mal à nous-mêmes et pas aux autres. Et même si c'est un membre de ta famille, il faut parler. Parle, ça va t'aider. Ne garde pas le silence. Et pour les mamans, je dirais, regardez bien vos enfants, observez, apprenez à connaître vos enfants. Lorsque votre enfant change, il faut savoir, il faut chercher à savoir ce qui se passe. Parce que des parents sont très négligents. Parfois, c'est à l'école. Parfois, les enfants subissent des attouchements dans le milieu scolaire, mais les parents n'observent pas. L'enfant parle. L'enfant devient par exemple très colérique à la maison, toujours fâché, toujours en train de répondre mal.
Pour certains, pour d'autres, ils se renferment. Ils sont toujours très calmes, ils ne parlent plus. Il faut chercher à savoir. Il faut regarder vos enfants. L'éducation, c'est tout ça. La protection, c'est tout ça. Regardez, cherchez à comprendre vos enfants. Parlez avec vos enfants. Ne mettez pas des barrières entre votre enfant et vous. Et je pense que tu le soulignes, mais il faut bien aussi signaler que ces violences commencent parfois par des phrases simples. Hein. Tu vas voir un enfant de 3 ans à qui un vieux tonton va dire « tu es ma femme ». Voilà. On a connu ça quand on était petit. Oui. Les amis de papa qui viennent à la maison, qui disent tu es ma femme, il te ramène un yaourt, tu es toujours sa préférée dans la maison et il va te faire des câlins, te porter, te déposer sur les jambes. Nous on a vécu ça, mais à un moment tu ne sais pas ce qui se passe. Peut-être de tonton te chatouille. Moi j'ai vécu ça dans les 3 ans, 4 ans. Hein. Je ne sais plus trop, mais ça commence comme ça. On a un tonton qui est toujours là, tu es ma femme, tu es ma princesse. C'est pas normal en fait. Je pense qu'il faudrait aussi quelque part profiter de l'occasion pour sensibiliser les parents et même ces gens-là qui le font. Hein. Vous pouvez apprécier l'enfant de quelqu'un, un neveu, une nièce, un petit garçon, mais vraiment faisons gaffe aux paroles. Ouais. On a des gens qui vont grandir comme ça à 15 ans, 16 ans. Le tonton là, disait toujours que je suis sa femme et on ne sait pas ce qui peut se passer. Peut-être même accuser le coup. Considérer que c'est normal parce que ça a été entretenu dès l'enfance avec les parents. Donc, je pense que c'est mieux de le préciser. Alors, avant de se quitter, j'aimerais, je suppose, et je suis très sûre d'ailleurs, que après ce passage, après cette intervention, des personnes vont te contacter, des organismes, des entreprises, des mouvements, des associations, pour parler de ce sujet ou pourquoi pas accompagner les autres personnes. Qu'est-ce que tu es prête à faire? Quels sont les élans que tu es prête à entreprendre justement pour accompagner les victimes ou les parents des victimes? Honnêtement, là, je ne sais pas. Ça dépend des appels. Et tout ce qui peut aider les victimes, moi, je le ferai en fait. Mais je ne sais pas comment. Tout ce que je sais, c'est que pour le moment, je n'ai pas encore les moyens pour ça. Mais si une association veut travailler avec moi, je n'ai pas de problème. Si une association a besoin de mon intervention dans quoi que ce soit, je serai là. D'accord. Tout ce qui peut aider les victimes de violences, de viols. Et ce ne sont pas juste les femmes. Il faut bien préciser que même des garçons subissent ce genre d'agression-là. Voilà. Donc que les mamans ne regardent pas juste les filles, qu'elles regardent même les garçons, les petits garçons et tout. Il faut vraiment tout contrôler de nos jours. Il faut vraiment veiller sur ses enfants, que ce soit garçons comme filles, parce que ce n'est plus juste une histoire de femmes. Même des hommes subissent ça. Et pour ceux des personnes qui ont découvert, et pour celles des personnes qui ont découvert justement que leur enfant avait été abusé, qu'est-ce que tu préconises comme action? Toi, en tant que victime, qu'est-ce que tu aurais voulu recevoir de ton entourage? Déjà de l'attention, du soutien. Beaucoup d'attention et du soutien. Parce que moi, je n'avais pas d'attention, donc j'ai vécu tout ça toute seule. C'est pour cela que j'ai cette force-là aujourd'hui. Mais je ne suis pas sûre que tout le monde peut avoir cette force. Tout à fait. Voilà. Donc, de l'attention et du soutien, tout simplement. On ne demande pas beaucoup. Hein. On demande juste de l'attention et du soutien. Est-ce que tu as revu ton bourreau entre-temps? Non, jamais. Jamais, je ne l'avais jamais revu, non. Jamais. Jamais. D'accord. Et la Stéphanelle d'aujourd'hui, en tant que femme, comment est-ce que tu t'affirmerais en tant que victorieuse du phénomène de viol? Parce qu'aujourd'hui, grâce à moi, beaucoup de femmes sont sorties de cette douleur-là, ont pu parler, que ce soit même en commentaire sur mes vidéos. Donc je pense que j'ai donné de la force à beaucoup. Donc je suis victorieuse en fait. Ouais. Est-ce que tu peux dire j'ai vaincu? Oui, j'ai vaincu. J'ai vaincu le viol. Wow. Alors, avant de te quitter, peut-être une brève sur tes projets. Stéphanelle Bachelor et ensuite, qu'est-ce qui nous attend? Tout ce que je peux dire, c'est que Stéphanelle Bachelor va réussir. Elle va travailler pour réussir. Je ne veux pas parler de mes projets, tout simplement pour les protéger. Mais Stéphanelle travaille pour réussir et elle va réussir. Quand on pense que la détermination tient à ce qu'on n'a pas vécu, je vous dirais que vous avez tout à fait tort. C'est dans les douleurs que se forgent les meilleurs caractères et que se préparent les plus grandes victoires, surtout celles que vous comptez célébrer en public. On va dire merci à Stéphanelle de nous avoir ouvert son cœur,
de nous avoir parlé et communiqué cette douceur qu'on ne connaît pas forcément. Merci. Oui, de rien. Moi, je vais t'encourager en tout cas à communiquer comme ça. Je pense que dans la vie, on joue tous des rôles. Et selon les scénarios et les issues on attend, chacun fera juste son bout de chemin. Mais vraiment, je te souhaite beaucoup d'impact dans ta grande carrière. Et surtout, on espère qu'on te recevra encore ici pour parler d'autres aspects de la vie, pour inspirer davantage des femmes. Qui sait? Pourquoi pas pour communiquer aussi sur un élan, une activité que tu auras mis en place pour accompagner les personnes, non pas seulement sur le plan du viol, ce sera peut-être entrepreneuriat féminin, ce sera peut-être ton modèle international et que c'est vraiment beaucoup de belles choses dans ta vie, dans ta carrière et surtout que tu aies l'impact que tu souhaites avoir. Merci. Et Merci à beaucoup. très bientôt, j'espère. À très bientôt, ma chérie. Merci à tous d'avoir suivi cet autre témoignage. C'était l'histoire de Stéphanelle dans une autre édition de J'ai vaincu, voici mon histoire. N'hésitez pas à partager, à taguer les personnes dans votre entourage que vous savez victimes ou pas de ce phénomène, mais surtout à communiquer et à vous investir pour que tous ensemble nous brisions le silence sur cette cause qui finalement nous concerne tous, hommes comme femmes, filles comme garçons. Parce que c'est comme ça qu'on aura un avenir glorieux et victorieux. Merci à tous et à très vite pour une autre édition. Bisous.